Le 25 avril prochain, on célèbre le 46e anniversaire de la Révolution des œillets, la Révolution portugaise, 74-75. La fatigue populaire contre une longue et injuste guerre coloniale et l'opposition contre la dictature que imposait cette guerre au peuple des colonies et du Portugal fut interprétée par un mouvement d'officiers intermédiaires qui a fait tomber le régime et ouvrit les portes à un énorme mouvement de masse révolutionnaire, une vraie révolution sociale et politique qui a bouleversé le pays de fond en comble. Le mouvement de masse s'est développé en trois fronts principaux. Premièrement, le mouvement gréviste dans les usines et les entreprises de commerce qui a posé des revendications économiques, les salaires, la durée du travail, les vacances payées, etc., mais aussi a mis en question le pouvoir patronal dans les entreprises, exigeant l'épuration des patrons et de ses agents responsables de la répression pendant le régime, mais aussi a mis en question le pouvoir patronal dans les entreprises, exigeant l'épuration des patrons et de ses agents responsables de la répression, et qui a établi très fréquemment l'autogestion ou l'intervention économique des nouvelles autorités en plus de 1000 entreprises où les patrons se sont enfuis, où ils ont essayé plusieurs formes de sabotage économique. Le second front fut les occupations des maisons inoccupées par les habitants des quartiers pauvres des grandes villes. Dans ces deux procès, les travailleurs ont élu dans de grandes assemblées de masse ces organes de volonté populaire, les commissions de travailleurs pour les usines ou autres entreprises et les commissions d'habitants dans les quartiers pour organiser et diriger sa lutte. Troisième front, ce fut les occupations des terres des latifondaires du sud du pays, la réforme agraire et l'organisation dans les terres occupées d'unités collectives de production dans un tiers de la terre arable du pays, ça veut dire près d'1 million d'hectares. Ce mouvement s'est radicalisé chaque fois que les forces contre-révolutionnaires ont essayé des coups de main militaires en septembre 1974 et en mars 1975 contre le nouveau pouvoir. Après la tentative de mars 1975, l'Assemblée du mouvement des forces armées et le nouveau Conseil de la Révolution ont approuvé la nationalisation de la banque et des groupes monopolistes. Les secteurs stratégiques de l'économie, comme ça nationalisés, furent alors réorganisés et concentrés avec une active participation des organisations des travailleurs. Pourtant, c'est difficile de parler de la Révolution portugaise comme en cas de double pouvoir ou de pouvoir parallèle. À mon avis, par trois raisons principales. Premièrement, à cause du profond sectarisme qui divisait les plusieurs partis et mouvements qui se réclamaient de la gauche révolutionnaire. Il fut impossible d'organiser une coordination générale des commissions de travailleurs et des commissions d'habitants, soit entre soi, soit entre les différents types de commissions, soit à l'échelle nationale ou même régionale. Chaque parti avait ses organisations de pouvoir populaire qui leur étaient fidèles, organisait ses congrès nationaux,
mais jamais une organisation centralisée et coordonnée à l'échelle vraiment plus ou moins nationale n'a pu exister. Deuxièmement, ces organisations populaires, plus encore que non unifiées, étaient désarmées, parce qu'il n'y avait pas d'organisation de masse de soldats et marins armés. Ces organisations étaient, disons, protégées par l'aile gauche du mouvement des officiers, du MFIA, que d'ailleurs s'opposait à l'organisation révolutionnaire autonome des soldats et des marins, et qu'une fois vaincus les MFIA ou réintégrés dans la hiérarchie traditionnelle des forces armées, a laissé le mouvement populaire désarmé et remis à la défensive. Troisièmement, il n'a pas eu une direction politique clairement hégémonique dans le camp de la Révolution. Au contraire, le Parti communiste portugais n'a pas eu la force suffisante pour éliminer la gauche radicale, comme il a d'ailleurs essayé de le faire. Et la gauche radicale, en dépit de son influence grandissante, n'a pas pu gagner l'hégémonie dans ce procès. Alors les uns et les autres se sont mutuellement paralysés et le mouvement social est dépourvu d'une stratégie claire pour l'action. Le sectarisme et même l'arrogance du Parti communiste portugais après mars 1975 et la forte pression et intervention des forces du capitalisme international ont fait balancer d'importants secteurs de la petite bourgeoisie urbaine, des classes intermédiaires et du monde rural, pour le camp d'ailleurs hétéroclite de ceux qui s'opposaient à la révolution socialiste, au nom d'une social-démocratie parlementaire du type européen. Le secteur militaire plus modéré, d'une part, le Parti socialiste, d'autre part, derrière lesquels se groupaient toute la droite, l'Église catholique et l'extrême droite terroriste, dont les assauts au siège des partis de gauche, les bombes et les assassinats ont joué un rôle d'intimidation, d'ailleurs important, dans ce tournant qui va se passer. Le camp aussi, comme nous avons vu, très divisé et varié de la gauche révolutionnaire, a commencé à perdre sérieusement ses positions clés aux organes militaires et de la Révolution et de l'État dès l'été de 1975. Quelques-uns de ces secteurs se sont alors précipités dans un bond en avant désespéré qui a ouvert l'opportunité à une réponse militaire préparée d'ailleurs depuis longtemps du camp adverse. Ce fut le 25 novembre 1975. On ne peut pas considérer le novembrisme, comme je l'appelle, comme une contre-révolution classique. Il s'agit plutôt d'une contention négociée du processus révolutionnaire, négociée entre le Parti communiste et les militaires du camp modéré, qui a pu épargner un écrasement sanglant de la Révolution. Plus que ça, un compromis avec la prison de plusieurs militants de gauche, c'est vrai, plusieurs militants militaires de gauche, c'est vrai, mais sans interdiction des partis, sans interdiction des syndicats, de la presse, ou des activités de gauche ou même de l'extrême gauche et de ses cadres.
Un compromis qui s'est centré sur 2 points essentiels pour le futur. La légitimité reconnue comme fondement des nouvelles institutions serait celle des urnes et non pas celle de la Révolution. La légitimité électorale remplaçait la légitimité révolutionnaire. Dans un second moment, le mouvement des forces armées en tant que mouvement militaire, plus ou moins révolutionnaire, disparaissait et était réintégré dans les cadres hiérarchiques des forces armées traditionnelles, revenu à son rôle aussi traditionnel. Le compromis allait changer beaucoup de choses dans le futur proche. Mais il n'a pas empêché l'inscription dans la Constitution approuvée par l'Assemblée constituante en 1976 des principales conquêtes révolutionnaires: nationalisation, contrôle ouvrier, réforme agraire. L'attaque contre ces conquêtes viendrait un peu plus tard des urnes, quelques mois et quelques années après ces événements. Pourtant, c'était un équilibre fondateur de la démocratie portugaise. La Révolution n'avait pas eu les conditions pour vaincre la contre-révolution, mais celle-ci n'avait pas pu écraser la Révolution. La Révolution, ce bien que perdant des conquêtes importantes dans ce chemin, avait obtenu l'imposition d'une démocratie fortement marquée par cet élan révolutionnaire. La révolution de 74-75 demeure la force génétique de la démocratie portugaise. Au contraire de ce que défendent la droite et l'extrême droite portugaise, la démocratie n'a pas été possible en dépit de la révolution. Au contraire, elle est le fruit de la révolution. Et défendre, maintenir, renforcer et élargir ce patrimoine d'avril, c'est ce qui définit encore aujourd'hui être de gauche au Portugal.